Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons passer 1h15 ensemble pour parler de l'engagement citoyen au sein de l'apprentissage et notamment dans les formations au métier des branches du bâtiment et des travaux publics. Avant de lancer cette émission, je tenais à remercier le Centre Info qui, à l'occasion des 50 ans de la loi Delors de 1971 sur la formation professionnelle, nous donne l'opportunité aujourd'hui d'échanger sur un sujet aussi passionnant qui est celui de l'engagement citoyen au cœur de la formation en alternance. Mais sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui sur ce plateau pour nous faire part de leur expertise, de leur retour d'expérience, mais également de leur vision future sur le sujet. Bonjour Sarah. Pascal, bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur au CFA Bâtiment de Limoges. Vous êtes également formatrice en français, histoire-géographie et en enseignement moral et civique. Avec une expérience de plus de 10 ans dans la formation professionnelle en CFA, vous avez une parfaite connaissance des questions et des enjeux liés au parcours de formation en alternance. Bonjour Astou. Bonjour Pascal. Vous êtes conseillère formation 3CA BTP et vous contribuez à l'engagement et à l'accompagnement de la montée en compétences des formateurs sur les aspects pédagogiques de leur mission et plus particulièrement sur les thématiques linguistiques, l'acquisition des compétences de base. Et vous favorisez donc le maillage culture-métier, culture générale et participez à l'explicitation des programmes liés à l'anglais, français, l'histoire-géographie et à l'enseignement civique et moral. Bonjour Renaëlle. Bonjour Pascal. Vous êtes titulaire d'une licence d'anglais que vous a accompagné de 2 ans de mobilité en Angleterre. Vous avez dirigé un centre social culturel de jeunes. Depuis 2004, vous êtes adjointe de direction chargée de l'accompagnement socio-éducatif à BTP CFA Isère. Et depuis 2018, vous êtes chargée de mission à mi-temps sur le volet accompagnement socio-professionnel au 3CA BTP. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal. Vous êtes chef d'entreprise de maçonnerie à Malmort et vous êtes également président du GIEC Corrèze et de la SAS Sarrazin-Coutal. Votre entreprise réalise des activités liées à la restauration de bâtis anciens et modernes par le renforcement structurel de plats par carbone. Vous dirigez aujourd'hui 13 collaborateurs et vous êtes maître d'apprentissage depuis 2007. Bonjour Fabrice. Bonjour Pascal. Après 15 années d'enseignement technique et professionnel à destination des futurs techniciens études du bâtiment, vous devenez en 2002 inspecteur d'éducation nationale pour le second degré sur l'Académie de Dijon, avec la responsabilité pédagogique des formations professionnelles préparant au métier du BTP. Vous rejoignez en février 2009, à mi-temps, direction des politiques de formation et de l'innovation pédagogique du 3CA. Vous êtes régulièrement associé à des projets de dimension nationale, dont récemment la mise en œuvre de l'axe 1 du programme FIBAT à destination des jeunes élèves et apprentis. Avant de débuter, sachez que cette émission sera enregistrée, sera disponible sur le site du 3CA et qu'un temps dédié aux questions des participants est prévu en fin de présentation d'émission. Cependant, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Sarah, en régie, nous les proposera en fin d'émission. Je vous propose que nous débutions. Fabrice, on a vu, vous êtes inspecteur d'éducation nationale. Pouvez-vous nous dire comment l'enseignement à la citoyenneté a trouvé sa place dans la loi Delors de juillet 1971 ? Pour rappel, dès 1792, Condorcet définit comme objectif principal de l'éducation nationale le droit à la citoyenneté. Alors qu'en est-il sur la loi Delors ? Merci Pascal. Bien, pour être précis, ne parlons pas d'abord de la loi Delors, mais des lois Delors du 16 juillet 1971 qui sont fondatrices du système de formation professionnelle continue. On peut en dénombrer au moins 4, les lois d'orientation sur l'enseignement technologique, la loi relative à la participation des employeurs au financement de des formations technologiques, la loi sur l'organisation de la formation continue, la plus importante, celle qui nous réunit aussi, la loi relative à l'apprentissage. Ces lois du 16 juillet 1971 institutionnalisent dans son ensemble la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente dont le but est de continuer d'acquérir de nouvelles compétences une fois sortis du système scolaire. Rappelons ici que Jacques Delors est alors conseiller social du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas et que celui-ci est engagé dans un projet de nouvelle société d'après mai 68. N'oublions pas que le droit à la formation professionnelle est revendiqué bien avant 1971. Pascal l'a souligné en citant Condorcet. Les initiatives remontent au lendemain de la Révolution française. Le projet fondateur est présenté par Nicolas de Condorcet en 1792. Au-delà des objectifs fixés par l'instruction publique, qui a mission d'instruire et d'éclairer les citoyens, car l'instruction libère et affranchit, Condorcet prévoyait la création de conférences dominicales tenues par les instituteurs à destination du peuple, terme de l'époque, qui continueraient ainsi à s'instruire et à s'éduquer tout au long de leur vie. À la fin du XIXe siècle, la Troisième République a mis en place des cours d'adultes et des cours professionnels du soir, gratuits, afin de pallier pour la plupart des enfants à l'arrêt de la scolarité à cette époque obligatoire que jusqu'à 13 ans. L'objectif est de former à la fois l'homme, le travailleur et le citoyen. Mais revenons à l'après 68. Jacques Delors, dès 1969, propose une note de politique sociale à son Premier ministre dans laquelle il prône la mise en place d'un système d'éducation permanente pour les adultes en liaison avec le développement de la formation professionnelle. Il actualise le concept du XIXe siècle, former le travailleur, l'homme et le citoyen. Un accord interprofessionnel préfigure la loi Delors est signé en juillet 1970. Donc les lois du 16 juillet 1971 entrent en vigueur au 1er janvier 1972. L'article 1, évidemment souvent le plus important, porte sur l'organisation de la formation professionnelle continue, annonce que les 2 étapes de la formation professionnelle permanente constituent une obligation nationale. Elle comporte la première étape, une formation initiale, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Cette formation initiale destinée aux jeunes déjà engagés dans la vie active, dont il est question, est considérée comme la première étape de la formation professionnelle continue à sortir de la scolarité obligatoire. Elle est détaillée dans la loi du 16 juillet 1971 formalisant la formation par l'apprentissage. Et c'est dans cette loi qui définit l'alternance de la formation, qui est indiqué que les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes une formation générale associée à une formation technologique théorique et pratique pour compléter la formation qu'ils reçoivent en entreprise, et ce en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique. Voilà, Pascal. Merci Fabrice pour ces précisions. On voit bien effectivement ce que contient effectivement la loi Delors et comment progressivement on arrivait à cela. C'est le fondement. Voilà. Astou, en tant que conseillère formation 3CA, vous êtes référence aussi du programme d'enseignement moral et civique. Comment participez-vous au développement de l'enseignement citoyen des apprentis au sein des organismes de formation ? Je tiens d'abord à remercier M. Poupon d'avoir rappelé le cadre législatif. Si le législateur invoque la question de l'engagement citoyen dans la sphère de la formation, c'est bien parce que c'est un lieu de regroupement des personnes, divers horizons, et aussi du coup une mini-société. Et nous sommes face à un enjeu, en tout cas à des problématiques du vivre ensemble. Se pose donc du comment organiser, du comment réguler ce vivre ensemble. Et nous arrive de fait à comment on peut en société être ensemble, et ça peut se faire dans une salle de classe, dans une entreprise. On voit bien que là, l'engagement citoyen, eh bien, ce n'est pas un acte qui se décrète, mais un acte qui se construit. Et comme toute construction ou expérimentation,
c'est bien un processus d'apprentissage. Donc c'est là où nous sommes engagés, en tout cas en tant que 3CA-BTP, de quelle manière nous accompagnons les organismes de formation et surtout les équipes pédagogiques pour la mise en œuvre des attitudes, des formations ou des actions qui vont permettre à chacun des jeunes d'endosser cette démarche d'engagement citoyen. Ça se passe par l'accompagnement que nous apportons aux équipes pédagogiques et aux équipes éducatives, par les actions que nous menons, notamment par l'explicitation des programmes d'enseignement moral et civique, notamment par la contextualisation de la formation, par l'observation d'activités sur le terrain, mais c'est aussi par la création, la conception, par la production de textes de la littérature professionnelle. C'est aussi par l'accompagnement des organismes de formation pour la mise en place des compétences socio-professionnelles. C'est un certain nombre, en tout cas, d'actions que nous menons en place, toujours dans l'accompagnement des équipes pédagogiques qui, eux-mêmes, vont accompagner les jeunes pour agir en connaissance de cause de leurs droits, de leurs libertés et aussi de leurs devoirs envers eux-mêmes et envers les autres. Merci Astou, on voit bien effectivement tout l'accompagnement qui est mené auprès des organismes de formation et comme vous l'avez dit, ça ne se discrète pas, hein, ça s'organise, ça s'accompagne, l'engagement citoyen. Qu'en est-il en CFA? On va faire un petit tour du côté de Gwen. Vous êtes en charge du service accompagnement socio-éducatif dans votre établissement depuis 17 ans. Comment avez-vous vu évoluer l'engagement et l'accompagnement socio-éducatif des apprentis au fil des années? Est-ce que la structure, l'organisation, les relations avec les autres services au sein du 3CA ont évolué pendant ces 17 ans? Alors effectivement, Pascal, cette mission a évolué au fil des années. La mission éducative, à ses débuts, était d'abord dédiée à un personnel spécifique, qui était les animateurs, en premier temps appelés éducateurs. Donc un personnel qui était amené à proposer des activités aux apprentis pour les occuper en dehors des temps de formation. Donc ça, c'était les premières missions. Puis il y a eu effectivement une mission un peu plus de régulation, réguler des problématiques de comportement. Et progressivement, cette mission s'est élargie, elle s'est structurée à l'ensemble de la communauté éducative. On parle bien aujourd'hui de communauté éducative qui rassemble animateurs, formateurs, conseillers jeunes entreprises. Et on est dans une démarche beaucoup plus globale, une démarche qui vise à prendre en compte la globalité de la personnalité de l'apprenti. On s'est structuré en définissant nos projets éducatifs dans les CFA, en définissant effectivement la ligne directive, en définissant les moyens nécessaires pour accompagner au mieux et répondre aux besoins des apprentis. Donc on est aujourd'hui dans quelque chose de très global pour sécuriser les parcours. Parce que face aux abandons, face à la problématique de rupture de contrat, il a fallu effectivement travailler sur l'engagement des jeunes, sur bien préciser l'orientation, leur motivation pour sécuriser ce parcours. Il y a 3 éléments qui sont importants dans la définition de l'accompagnement socio-éducatif. Ce sont 3 termes en fait, qui ont toujours accompagné cette définition, c'est accueillir. Donc il est important qu'on consacre du temps à l'accueil du jeune dans les CFA. L'accueil collectif, l'explication des règles, comprendre le nouveau contexte de formation. Accueillir également individuellement, vérifier que toutes les conditions de vie, les conditions matérielles du jeune sont stables pour sécuriser justement son entrée dans la formation. Il y a suivre. Suivre, c'est suivre au quotidien, suivre pour prévenir les incidents d'absentéisme, les incidents comportementaux. Et puis, il y a la partie accompagnée. Et alors, c'est là, effectivement, où les projets et puis toutes les dynamiques qu'il va y avoir pour construire le jeune citoyen va prendre son sens. Accompagner le jeune pour son développement personnel et accompagner également pour le sensibiliser à des sujets qui le concernent.
Merci, voilà, on voit bien la place centrale, effectivement, qu'a votre service dans le CFA et les relations qu'il y a. Vous avez parlé des entreprises, mais effectivement, je pense qu'avec les formateurs aussi, au quotidien, vous avez des relations. Comment ça se passe ? Alors, on a effectivement des relations. Alors, on travaille beaucoup sur des projets qui vont être autour de la coopération. On va amener les jeunes à se responsabiliser avec les entreprises. C'est ça la question, hein, Pascal. Oui. On est effectivement au quotidien en relation avec eux pour réguler les situations ou pour mieux connaître la posture du jeune, pour mieux connaître le jeune dans son environnement entreprise et voir s'il y a effectivement des informations qui nous aident, nous, ensuite au quotidien, au CFA. On est en relation régulière avec les entreprises. Vous avez parlé de projets, d'actions. Est-ce que vous pouvez nous décrire des actions que vous menez au quotidien et qui ont pour objectif, effectivement, de favoriser l'engagement citoyen des apprentis au sein de votre CFA ? Alors, il y en a une, effectivement, qui est très facile à citer parce qu'elle est répandue dans la plupart des CFA. C'est la nomination d'apprentis référents ou d'apprentis délégués. Ça dépend de la façon dont les structures appellent justement les apprentis. Mais dans la plupart des CFA, on a effectivement des délégués d'apprentis parce que les apprentis ont le droit à l'expression, parce que les apprentis ont le droit également d'être représentés. Donc, on travaille avec eux sur cette mission, on les forme. Voilà, il y a des petites sensibilisations en interne ou des prestataires extérieurs qui viennent accompagner les jeunes dans ce rôle. Et puis, tout au cours de leur année, donc du coup leur mandat d'apprentis délégués, ils sont amenés à participer à des instances institutionnelles, comme le conseil de perfectionnement, par exemple, qu'on se doit d'avoir dans nos CFA. Également des réunions où ils sont force de proposition, où ils vont construire des projets qui vont concerner l'espace collectif. Donc là, c'est intéressant parce que les jeunes sont engagés effectivement dans des actions pour le collectif. Donc là, on parle bien effectivement d'un engagement au service de l'autre. Donc c'est de l'engagement citoyen. Très intéressant. On va voir un petit peu du côté de l'entreprise. Vincent, vous formez depuis de nombreuses années des apprentis, hein, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, avec un petit peu de recul, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quel type de professionnel entendez-vous former lorsque vous prenez un apprenti en apprentissage et quelles sont les compétences spécifiques que vous attendez ? Pour moi, comme pour la majorité des chefs d'entreprise ou maîtres d'apprentissage, je considère que notre jeune arrive déjà avec des acquis. J'attends donc de lui qu'il soit poli, ponctuel, qu'il ait son matériel tous les jours, propre, entretenu. Et nous, il faut comprendre que l'apprenti est un salarié. Donc, l'entreprise est pour lui notre centre de formation, en fait. Donc, nous, on va lui apporter des choses. D'abord, le travail en équipe. Ça, c'est la première chose. On va lui amener la rigueur au travail. On va lui amener de la confiance, se responsabiliser. De plus, par le biais de son travail, il va s'épanouir, il va avoir de la reconnaissance, il va avoir de la fierté de ce qu'il a réalisé. Et puis, après, je pense qu'on peut lui proposer, on aura une vision pour lui proposer un cursus pour pouvoir jusqu'où il peut aller. Sur l'engagement citoyen, le lien avec le client, qui est en fin de compte, qui peut être en lien quotidien avec un apprenti qui est sur un chantier, chez un particulier. Très important, puisque nous, c'est des petites structures, donc on est en lien direct avec le client. Donc effectivement, quand je parlais tout à l'heure de politesse, c'est la première des choses. Ensuite, vous allez avoir un jeune qui va très très vite prendre possession de son ouvrage et aussi l'expliquer au client, se valoriser par le biais de son travail et prendre la confiance. Il acquiert tout ça. Ah, on a entendu tout à l'heure l'accueil au CFA comme axe prioritaire effectivement pour l'engagement citoyen au niveau des actions que vous menez au CFA. Et en entreprise, vous passez du temps pour l'accueil des jeunes. Comment ça se passe chez vous ? Alors, je vais prendre un exemple typique. Un jeune qui arrive, il faut savoir qu'il est quand même relativement jeune. Il arrive dans un milieu du travail qu'il ne connaît pas, avec des personnes qu'il ne connaît pas, qui ont souvent l'âge de leurs parents. Donc, on va faire une présentation, déjà, et du jeune, et du personnel, et de l'entreprise, et du matériel, et du premier chantier, et peut-être ce qu'on attend de lui, tout simplement,
pour démarrer son chantier tranquillement et le faire évoluer. Et nos attentes, elles vont évoluer avec le temps, c'est-à-dire qu'on va demander des bases et on va évoluer avec lui, à son rythme. Et puis, il n'y a pas d'arrêt. En fait, je leur dis toujours, la limite, c'est toi. Dis-moi jusqu'où tu veux aller, on t'accompagne. Et vous parlez d'un recrutement plutôt jeune, d'apprentis. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, on peut aller jusqu'à 29 ans révolus. Est-ce que vous prenez des jeunes qui sont un petit peu moins jeunes dans votre entreprise, ou vous avez plutôt une cible plutôt 16, 18 ans Qu'en est-il? Alors, je vais faire avec le vécu. J'ai eu un jeune qui avait 16 ans. On part de loin, mais c'était voulu. C'est-à-dire que lui voulait faire maçon. Il en a peut-être 25, je ne sais même pas l'âge qu'il a. Donc on a fait tout ce cursus, il a fait son CAP, son BP. Il faut savoir qu'une fois qu'il a fini ses études, moi, pour qu'il soit compétent, il me faut encore 5 ans derrière. Donc c'est des cursus à très très long terme, parce que je veux qu'il soit autonome, c'est mon entreprise qui est comme ça, et puis je veux cette autonomie et connaître un maximum de choses. J'ai un autre jeune actuellement qui est dans l'entreprise, qui est en reconversion. Il était mécanicien, chef d'équipe, et je ne sais pas, ça ne lui plaisait plus. Donc on est en train de refaire un parcours. On repart de zéro, puisqu'il ne connaît pas le travail. Il a l'envie, il a quand même des prérequis et puis d'autres choses qu'il va m'apporter dans l'entreprise. Et puis on va faire le cursus, le parcours en fonction de son avancement. On va se caler à lui. Et plus il ira vite, et plus j'aurai le sourire. Donc on vient de voir effectivement les différentes actions qui peuvent être menées pour favoriser l'engagement citoyen dans un CFA, dans une entreprise, mais on est dans une formation en alternance, et la formation en alternance dit relation. Pour vous, Vincent, comment vous imaginez les relations avec le centre de formation avec lequel vous travaillez au quotidien, afin de favoriser effectivement encore mieux cet engagement citoyen de vos entreprises, de vos apprentis, pardon. Alors moi, c'est peut-être un peu particulier parce que j'ai une relation directe avec le CFA de Tulle et entre autres avec le formateur sur la maçonnerie. Donc nous avons nos portables et on échange très très vite sur le jeune, sur ses compétences. Et en fait, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que notre jeune, l'attitude qu'il a en entreprise est la même qu'il a à l'école. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un salarié. Donc j'attire vraiment l'attention au jeune. Je lui dis, attention, tu représentes l'entreprise. Tu représentes l'entreprise sur le chantier, mais tu représentes l'entreprise à l'école. Donc je veux une belle image de mon entreprise. Tu ne vas pas la dégrader. Donc il sait, le cadre est fait. Et puis on en discute avec son professeur en général. Alors oui, c'est son professeur technique. J'ai moins tendance à discuter avec les professeurs du général, à tort peut-être, mais voilà. Et donc vous avez des entretiens réguliers sur les savoir-faire aussi, puisqu'on est plutôt sur les savoir-faire. Est-ce que les attentes sont les mêmes côté formateur CFA que vous, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? C'est là que l'échange est intéressant, parce que moi, je vois ce qu'il fait en entreprise, je vois où il pêche. Le formateur a plus ou moins le temps pour réaliser ces éléments. Donc, du fait de nos conversations, on appuie un petit peu plus là où ça fait mal, je vais dire, de manière à toujours faire progresser notre jeune. D'accord. Côté enseignement, Fabrice, depuis quelques années déjà, l'enseignement moral et civique s'est invité dans les programmes de formation initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Pouvez-vous nous dire d'où est venue cette évolution? Je crois même d'ailleurs que c'est déjà au programme dans l'enseignement primaire. Eh oui, Pascal, tout à fait. Et ça vient globalement d'assez loin. Je vais de nouveau faire un petit peu d'histoire. Il faut bien ancrer nos connaissances. Il n'a échappé à personne que les cours de morale existaient à l'école primaire. Et l'école primaire, j'emploie ce terme à dessein puisque c'était la volonté de Jules Ferry en 1882, d'intégrer les leçons de morale. Donc oui, c'est assez ancien. Et elles avaient pour objectif bien d'inculquer certaines valeurs citoyennes déjà. Alors au début de l'année scolaire, à cette époque-là, les leçons commençaient par la vie familiale, puis elles continuaient par la vie à l'école, puis les devoirs envers la patrie, les règles de vie corporelle.
les qualités et les défauts individuels pour finir enfin par les devoirs vis-à-vis de la société. Donc, on était déjà dans le thème dès 1882. Mais à l'issue de mai 1968, les cours de morale sont abolis. Il faut attendre 1989 pour que Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation, inscrive l'éducation civique au programme des écoles primaires. De nouveau. En 1995, François Bayrou définit les finalités de l'enseignement à l'éducation civique. En 1999, c'est Claude Allègre et Ségolène Royal, délégués à l'enseignement scolaire, qui décident de créer un programme d'éducation civique, juridique et sociale. L'acronyme est présent dans nos têtes, c'est le CJS, et ça à destination des lycéens. Et puis, ces enseignements prennent une petite part dans la semaine, puisque c'est en gros 2 heures que l'on doit trouver chaque mois, donc en fonction des besoins et des envies des enseignants. En 2008, Xavier Darcos remplace l'éducation civique par l'instruction civique et morale, avec un programme d'enseignement de l'école primaire qui prévoit que les élèves découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentés sous forme de maximes illustrées et explicitées par le maître d'école au cours de la journée. Voilà. Luc Châtel annonce le retour des leçons de morale à l'école primaire. On y revient. Alors, pas tous les matins, mais le plus régulièrement possible, en consacrant quelques minutes à un petit débat philosophique à l'école primaire et un échange sur la morale. L'enseignement moral et civique dont il est question, EMC, voilà, souvent réduit à cette expression, a été créé par la loi du 8 juillet 2013, loi d'orientation et de programmation de la refondation de l'école de la République. Ce nouvel enseignement est mis en œuvre à l'école et au lycée à partir de la rentrée 2015. Alors, c'est 1er septembre 2012, le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, à l'époque, annonce dans le cadre de son projet de refondation de l'école la mise en place d'un enseignement d'une morale laïque. Bon, cette refondation républicaine constituerait un moyen pour l'école de réaffirmer les valeurs autour des notions d'humanité, de liberté, d'égalité, de fraternité et de raison. L'objectif est d'éduquer et de permettre la liberté. Voilà. Bon, il ne s'agit pas d'instaurer un nouveau cours d'instruction civique, mais bien une morale laïque, voilà, qui en tant que telle comporte une construction du citoyen avec des connaissances sur les règles de la société, du droit, du fonctionnement de la démocratie, mais aussi les questions que l'on se pose au sens de l'existence humaine, l'aspect philosophique de l'affaire, sur le rapport à soi, aux autres, ce qui fait une vie heureuse ou une vie bonne et agréable. Alors l'enseignement en 2012, l'instruction morale et civique à l'école primaire, l'éducation civique au collège et l'éducation civique, juridique et sociale au lycée manquent de continuité, de lisibilité quant à ses finalités. Donc une réflexion d'ensemble est nécessaire et à partir d'un état des lieux précis, force est de constater qu'il faut penser à une progression logique, pédagogique de l'école primaire jusqu'au lycée, tant sur les contenus que sur les méthodes pédagogiques adaptées à l'âge de ces jeunes. Et cet enseignement doit aussi faire l'objet d'une évaluation. Point important dans la décision. Au final, pour la publication au 8 juillet 2013, l'intitulé de ce futur enseignement passe de l'enseignement moral laïque à l'enseignement moral et civique que l'on connaît. Voilà. Et à cette création et l'intégration de l'EMC dans la formation professionnelle du BTP, qui nous intéresse ici, il faut ajouter les modalités d'évaluation qui, elles aussi, ont évolué. En effet, cet enseignement d'éducation civique, qui jusqu'alors faisait partie intégrante du programme d'histoire géo de CAP ou du Bac Pro, étaient donc évalués dans l'épreuve d'histoire géo en CAP et puis l'épreuve ponctuelle identique pour le baccalauréat professionnel. Maintenant, c'est beaucoup plus explicite. Pour le CAP, la nouvelle épreuve s'appelle Histoire Géo, Enseignement moral et civique. Et pour le Bac Pro, même titre d'épreuve, Histoire, Géographie, Enseignement moral et civique. Donc, par le caractère obligatoire de ces évaluations, eh bien, ces enseignements doivent entrer dans la formation des jeunes apprentis. C'est une règle depuis 2000, une circulaire adressée à tous les recteurs. Voilà, Pascal.
Merci ces pour éléments. toutes ces précisions. On voit bien effectivement le cheminement aujourd'hui avec effectivement l'évaluation qui est intégrée à l'enseignement histoire-géographie. Voilà. C'est pas détaché. On y va Est-ce que c'est jusqu'au bien, est-ce que c'est pas bien on se discute. On va aller effectivement du côté du terrain au quotidien, Sarah, qui enseigne en fin de compte l'enseignement moral et civique auprès de ces jeunes. Sarah, le programme d'enseignement moral et civique pour les apprentis, on a vu que ce soit en SAP ou en bac pro d'ailleurs, leur permet, on vient de voir avec Fabrice, de travailler sur les valeurs et les principes de la République française et effectivement aussi sur la citoyenneté, bien évidemment. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les finalités qui sont attendues lorsque vous mettez en place vos séquences de formation? Quels sujets vous traitez par rapport aux enseignements et puis surtout avec quelle démarche? L'enseignement moral et civique s'inscrit vraiment dans la perspective de la construction de la citoyenneté. C'est vraiment un enseignement qui prépare à l'exercice de cette citoyenneté. Et bien moi, dans mes séances, j'essaye de donner les clés aux jeunes pour qu'ils s'expriment le mieux possible, ils soient capables d'argumenter, de débattre et de coopérer pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés. L'EMC, on l'a dit, dispose d'un programme articulé autour, que ce soit en CAP comme en bac. Ce programme est articulé autour de grandes valeurs que sont la citoyenneté, la liberté, mais aussi la démocratie. Alors je vais prendre des exemples concrets comme vous m'avez demandé. Mettons pour le thème portant sur la laïcité, eh bien, ma démarche sera de rendre les jeunes le plus impliqués possible et surtout le plus actifs. Et j'utilise notamment une exposition virtuelle proposée par la BNF, ça s'appelle la laïcité en question. On la trouve sur le web et nous travaillons en fait par biais d'ateliers, 4-5 jeunes. Et en fait, cette exposition a différents thèmes. Donc, les groupes choisissent les thèmes. Et après, il y a une restitution, une mise en commun de ce qu'ils ont trouvé. Et ils construisent vraiment leurs connaissances. Ça, c'était pour le thème de la laïcité. Pour la citoyenneté, comme l'a dit Gwen tout à l'heure, avec l'adjoint socio-éducatif, nous créons de véritables élections. Ça rentre dans le thème de la citoyenneté et ça permet aux alternants de voir vraiment qu'ils sont partie intégrante de la communauté du CFA. Et en fait, ces jeunes, eh bien, ils sont partie intégrante de la communauté du CFA comme demain, ils seront partie intégrante de la communauté plus universelle c'est pour leur permettre vraiment de leur donner les clés pour participer activement à leur citoyenneté future. Et aussi, nous faisons souvent appel à des partenaires extérieurs, notamment des associations. L'association Autour du 1er mai vient régulièrement au CFA. Là, c'est plutôt sur le sujet lié aux discriminations. Et l'association Autour du 1er mai crée des ateliers liés à l'audiovisuel, en fait, parce que c'est ça, l'association Autour du 1er mai, son credo, on va dire, c'est que le cinéma est un outil à part entière pour comprendre le monde dans lequel se trouvent les jeunes et peut-être d'entamer des transformations. Et donc, tous les ans, nous faisons appel à cette association qui vient au CFA sur 2 demi-journées. L'année dernière, ils étaient venus avec le centre audiovisuel Simone de Beauvoir et ils permettent d'aborder toute la partie discrimination du programme. Et bien en fait, comme vous avez pu le voir, vraiment, dans les cours de MC, ma démarche est de rendre les jeunes le plus actifs possible dans la construction de leurs connaissances. Et pour terminer, je voulais dire que certes, l'engagement citoyen, nous le trouvons à travers le programme de MC, mais je pense vraiment qu'en tant que formatrice aussi de français, eh bien l'engagement citoyen, je le retrouve en français, notamment lorsque je propose des projets. Nous avons travaillé pendant plusieurs années avec Lecture Jeunesse et son dispositif NUMOOC. Là, les jeunes vont créer un livre numérique. Et bien, pour créer le livre numérique, ils vont faire appel à des savoir-être, à des attitudes qui relèvent
totalement de l'engagement citoyen. Ils vont devoir collectivement écrire. L'écriture collective, eh bien c'est accepter des compromis, c'est accepter les idées des autres. Après, ils vont devoir choisir une lecture parmi d'autres, ou lorsque nous avions fait le livre sur l'architecture, ben, c'était parfois des photos. Une photo est mieux qu'une autre, on va choisir une photo, et c'est d'accepter le choix du collectif. Eh bien, ma photo n'a pas été choisie, mais ce n'est pas grave, j'ai compris pourquoi elle n'a pas été choisie, et j'accepte cette décision collective. Donc, je pense vraiment qu'à travers cette méthode du projet, cette démarche de projet, on est vraiment dans des savoir-être relevant de l'engagement citoyen. De plus, toujours dans cette pédagogie du projet, à travers vraiment le livre numérique, on fait appel à des partenaires extérieurs. Et là aussi, les jeunes sont obligés, ils sont sollicités pour aller vers les autres. Et des personnes qui ne connaissent pas. Donc je pense que là, c'est important, c'est le vivre ensemble. Ils ont rencontré les personnes de lecture jeunesse, mais ils ont aussi rencontré les personnes du Labo des Histoires, puisqu'ils sont venus au CFA animer des ateliers d'écriture. Après, les jeunes sont allés à la médiathèque de Tulle. Là aussi, on les a amenés dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas, ou peu pour la plupart, soyons honnêtes. Donc ils ont découvert un espace, ils ont appris à rentrer en communication avec des adultes qu'ils ne connaissaient pas, et ils se sont soumis à des règles propres à la médiathèque. Et ça a été un moment, je pense, constructeur pour eux. Donc je pense vraiment qu'au-delà du cours traditionnel de MC, c'est dans différents domaines au CFA que nous retrouvons cet engagement citoyen. Après, on a vu avec Fabrice, effectivement, l'opportunité effectivement, de devoir évaluer vos jeunes. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment ça se fait? Est-ce que l'arrivée, par exemple, du chef-d'œuvre aussi, est-ce que ça peut participer à cette évaluation dans le cadre de vos enseignements? Bien sûr, le chef-d'œuvre, je pense que là aussi, le chef-d'œuvre, c'est vraiment donner l'opportunité aux jeunes de travailler de manière collaborative autour d'un projet. Le chef-d'œuvre, c'est un projet sur du long terme aussi. C'est important, ça, sur du long terme, parce que nous sommes peut-être dans une société où tout va très vite. Et les jeunes, eh bien, ils ont parfois des difficultés à travailler sur le long terme. Et bien, je pense que le chef-d'œuvre, comme de travailler sur un projet, c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs séances de formation, voire plusieurs mois de formation. Et ça, c'est très important pour eux. Et c'est vrai que le chef-d'œuvre participe à cet engagement citoyen, et ça permet aussi de faire entrer tout le côté évaluation, qui est fondamental aujourd'hui, oui. On a vu tout à l'heure avec Vincent, la première chose qu'il nous a dit, nous, on veut surtout voir quelqu'un qui est respectueux, qui est poli. Est-ce que vous, au quotidien, dans vos enseignements, est-ce que vous voyez effectivement évoluer sur ces savoir-faire, vos jeunes, par rapport à l'enseignement que vous faites au quotidien? Est-ce que vous sentez que les gens montent un petit peu en puissance sur le respect? Vous avez effectivement évoqué le fait qu'ils rencontrent d'autres personnes, donc ils doivent quand même se préparer à la rencontre. Je pense que vous mettez en place des processus pour... on ne va pas rencontrer quelqu'un comme ça sans avoir préparé un questionnaire, un argumentaire ou autre chose. Est-ce que vous voyez vos jeunes progresser par rapport à cela oui. dans l'enseignement? Oui, on le voit très très bien. Lorsqu'on permet aux jeunes vraiment de participer à un projet, il y a une évolution. Au début, on a besoin de préparer, de cadrer, de poser des limites. Lorsqu'on fait intervenir des partenaires extérieurs, il faut rappeler aux jeunes comment on se tient, des savoir-être à mettre en place. Au début, on les pose, ces savoir-être, et on voit au fil des mois, bien qu'on a besoin de moins répéter. Ils comprennent, ils ont acquis ça, ils ont acquis le vivre ensemble, je crois, qu'au début, on rappelle des faits ou même on les explicite, et petit à petit, eh bien, on a moins besoin de solliciter ces règles, de poser les limites. Ça vient... ils les comprennent, ils les admettent et ils les mettent en pratique, en fait.
Merci Sarah, on voit toute la passion qui vous anime, très intéressant effectivement. Astou, vous avez travaillé récemment sur la production de 3 ouvrages, dont 2 relatant de récits de travail de maîtres d'apprentissage et de formateurs. Comment, selon vous, ces 2 piliers de l'alternance contribuent à l'engagement des apprentis? Mais tout d'abord, c'est parce que ces 2 piliers, ils vont au-delà de leur métier. C'est-à-dire leur savoir-faire technique, métier qu'ils apportent aux jeunes. Ils vont travailler sur tout ce qu'on appelle qui est autour, à savoir comment préparer le jeune à être pleinement professionnel, c'est-à-dire à aussi acquérir toutes les compétences organisationnelles, les savoir-faire communicationnels et les savoir-faire relationnels. Et dans cette interaction, justement, on se rend bien compte que le jeune, il est accompagné. Alors, pour vraiment être très concret, justement, dans un des tomes qui est consacré aux formateurs, je vais vous lire le témoignage d'un formateur pour comprendre comment nous, au niveau du 3CA BTP, nous mettons en place des cadres qui permettent aux équipes pédagogiques d'accompagner, comme je disais tout à l'heure, de permettre aux apprentis d'agir en connaissance de cause. Donc, je vous lis ce passage. Et c'est beaucoup plus parlant que toutes les explications que je pourrais vous donner. On t'écoute. Alors, n'oublions pas que nous formons également des citoyens. Il peut arriver un matin qu'un ou plusieurs apprentis évoquent un fait d'actualité. Dans ce cas, je leur laisse l'occasion d'en parler. Je tiens à ces moments-là. Lors des attentats, par exemple, contre Charlie Hebdo, alors que nous venions d'effectuer une minute de silence, je me souviens que certains ne comprenaient pas. Pour moi, il n'était pas question de partir en atelier sans évoquer le sujet, sans les faire échanger. Les points de vue étaient variés. Alors, on conduit les débats, on veille à la qualité des rapports humains en restant vigilant face aux débordements possibles. On les amène à échanger dans le respect de chacun et en évitant que l'un d'entre eux ne se place pas en unique détenteur de vérité. Ce jour-là, les thèmes abordés n'ont pas manqué. La liberté de conscience, celle de la presse, ou encore à quoi sert la presse satirique. Si l'enseignement de la couverture est le corps même de ma mission, je m'interdis de négliger tout ce qui se greffe autour. Donc ce témoignage, les formateurs, les maîtres d'apprentissage l'évoquent à chaque interaction que nous, au 3CA BTP, nous avons avec eux. Et c'est là où on se rend compte aussi que nous formons avant tout des citoyens, avant même des professionnels. Parce que quand on est citoyen, on est en capacité à tout moment d'être professionnel qu'on souhaite d'être. Merci Astou, effectivement très parlant ce retour. C'est un formateur en couverture, il me semble, hein, oui, effectivement. Oui. Donc vous avez effectivement fait 3 ouvrages de maître d'apprentissage et formateur. Et dernièrement aussi, vous avez fait un travail de production sur les textes de littérature professionnelle. Et vous y avez consacré donc un tome pour les apprentis. Avez-vous perçu une démarche d'engagement citoyen de la part de ces apprentis qui ont participé à l'écriture de ce tome? Alors, ce deuxième ouvrage, ouais. donc le triptyque, hein, c'est un triptyque, donc c'est un des volets du triptyque sur les apprentis. Ce que moi j'ai pu vivre avec les apprentis, en tout cas la démarche d'engagement citoyen que j'ai perçue chez eux, c'était d'abord mes premiers échanges avec eux, quand je leur ai parlé de ce projet et que c'était au service de la formation. Eh bien, j'ai senti une envie de contribuer et de contribuer au collectif. Donc, pour moi, rien que ça,
c'est un début d'engagement citoyen. C'est de se dire le travail que je vais apporter ou ce que je sais que je vais mettre dans le pot commun, eh bien, c'est déjà ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait d'à la fois penser, tenir compte de soi dans un collectif, dans une communauté, mais aussi tenir compte de l'autre. Et enfin, ensemble, on va produire, on va contribuer à une finalité. Et cette finalité-là, se reconnaître dedans et se dire que c'est vraiment cette collaboration, le fait de comprendre l'importance de la collaboration dans un espace de travail, c'est un engagement citoyen. Le fait de se tenir dans un projet durant 6 mois et qu'à tout moment, on a eu besoin de ces jeunes pour faire repréciser une interview, un mot que nous avons eu d'eux-mêmes, mais qu'on a envie de le développer, ben, ils ont été présents, ils avaient à cœur que leur participation soit menée jusqu'au bout. Donc c'est cet aspect que moi j'ai perçu en menant ces interviews avec les jeunes et en organisant plutôt ces interviews, puisqu'ils ont été menés par des auteurs avec lesquels nous avons travaillé durant... Tout ce projet a duré 2 ans, donc entre le tome sur les apprentis et puis aussi celui sur les maîtres d'apprentissage et enfin sur les formateurs. Donc vous voyez l'aspect projet dont on parlait tout à l'heure, qui a été évoqué, que ce soit par Gwen ou par Sarah dans la sphère de la formation. Et sur le terrain, donc les centres de formation, comme vous avez pu percevoir, les organismes de formation agissent au niveau micro, c'est-à-dire ils vont organiser la mise en œuvre de l'acquisition des savoir-faire qui mènent à la citoyenneté. Et nous, au niveau 3CABTP, nous agissons au niveau macro, c'est-à-dire nous allons contribuer, nous allons mener des activités qui vont venir soutenir les équipes pédagogiques pour leur permettre de mettre en œuvre leur propre travail. C'est en permanence, et ce système est aussi à l'image de la citoyenneté, puisque on est vraiment on est en système, on agit de manière systémique pour pouvoir répondre à une problématique donnée, et c'est que chacun de nous converge vers la construction de cette citoyenneté dans des espaces différents, l'espace entreprise, l'espace formation et l'espace à un niveau plus haut qui est notre organisme 3CABTP. Merci Astou, effectivement. Peut-être savoir comment on peut se procurer ces 3 opus. Alors ces ouvrages, les organismes de formation qui sont intéressés pour avoir ces ouvrages, je rappelle, c'est de la production de la littérature professionnelle et ça a un intérêt puisque les formateurs aujourd'hui peuvent utiliser ces textes pour étudier plusieurs compétences liées au français, liées aussi d'autres matières. Et on peut, donc en contactant le 3CABTP, donc que ce soit Astou Arnould ou tout simplement 3CABTP, nous pouvons vous procurer l'ensemble de ces ouvrages qui sont des supports pédagogiques sur lesquels vous pouvez aujourd'hui vous appuyer. Et le fait aussi que ça soit un reflet pour les apprentis, ils se reconnaissent dans ces récits et du coup, ils sont aussi plus facilement engagés pour aller vers des acquisitions dont ils ont besoin tout le long de leur formation. Merci. Nous venons de voir à travers les divers témoignages de nos invités toute l'importance que revêt effectivement l'engagement citoyen et l'enseignement qui est fait, aussi bien en CFA et en entreprise, représente à minimum, on l'a entendu, le vivre ensemble. Demain, qu'en sera-t-il ? Comment peut-on encore améliorer ce qui existe aujourd'hui ?
Comment peut-on faire évoluer peut-être du côté de l'entreprise? On va questionner Vincent. Quelles sont les attentes futures des entreprises du bâtiment et travaux publics? Comment on pourra encore améliorer ce qui est fait aujourd'hui? Je pense, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, ma relation avec le CFA se limite à la partie compétences techniques. Je ne prends pas de rendez-vous avec les profs de l'enseignement général, et c'est peut-être un mal, parce qu'en fait, effectivement, on a bien compris que c'était un tout, et donc c'est peut-être une piste à voir pour essayer de progresser dans ce sens-là, je pense. D'accord, donc vous êtes prêt à vous déplacer dans le CFA, rencontrer les formateurs d'enseignement général? Alors, c'est très intéressant. Oui, je suis prêt à me déplacer dans le CFA, et ça serait aussi intéressant que les formateurs viennent dans l'entreprise. Je pense que l'échange dans les deux sens est très, très intéressant. Oui, peut-être voir aussi ce qui se fait au CFA, qui peut vous être profitable, vous, dans votre entreprise, dans les activités quotidiennes qui sont les vôtres. Alors, pour rien vous cacher, je connais déjà un petit peu. D'accord, c'est bien ça. C'est Ouais, peut-être pas le cas pour non, et d'ailleurs, le formateur vient aussi un petit peu dans l'entreprise, c'est déjà arrivé. Mais est-ce que c'est dû au CFA de Tulle, entre autres, ou est-ce que c'est partout comme ça? Je ne le sais pas. Parce qu'effectivement, quand on parle avec les entreprises, bien évidemment, ils attendent d'un jeune qu'il monte en compétences professionnelles, mais ils attendent tout de suite qu'ils aient des savoir-être pour pouvoir évoluer au sein d'une équipe, à vous l'avez dit tout à l'heure, même en relation avec des clients. Et ça, effectivement, ça peut aussi être amélioré en amont par votre accueil, par des choses comme ça aussi. Il est clair que le savoir-être doit être fait par ce biais-là, parce que nous, on considère que c'est une compétence acquise quand le jeune arrive. On la développe par le biais de nos relations au travers de l'entreprise, comme on l'a vu, avec le client, avec la maîtrise d'ouvrage, etc., avec les autres corps d'État, puisque un chantier, une petite ville, il y a énormément de monde et il y a plein d'interactions. Donc il faut apprendre à vivre avec tout le monde, avec les contraintes de tout le monde. Et après, c'est vrai que toute la partie extérieure, hors technique, eh bien, on ne l'aborde pas vraiment. Gonel, du côté accompagnement socio-éducatif, comment on peut encore améliorer cela, notamment pour favoriser l'engagement citoyen des apprentis dans votre CFA? Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous avez déjà réfléchi collectivement dans votre CFA ou même dans votre région? C'est une piste d'action? Justement, enfin, deux petites choses. J'avais envie de répondre aussi à Vincent et confirmer qu'effectivement, c'est une pratique dans les CFA que les formateurs aillent justement dans les entreprises et que les formateurs enseignement général aillent. Effectivement à la rencontre des entreprises, par le biais du formateur référent en général, c'est le cas dans notre région où la plupart du temps le formateur référent en première année est un enseignant du général. Donc c'est lui qui va donc assurer la visite en entreprise. Donc voilà, donc c'est vrai effectivement dans le petit plus en entreprise, il y a déjà des régions où ça se met en place. Et l'important, c'est de dire, moi je me rends compte, et puis au témoignage de Sarah, d'Astou, à travers les récits d'apprentis, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Ça, c'est important. Notre quotidien, déjà, le quotidien, la vie collective, est vraiment un espace, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un espace, effectivement, de citoyenneté. Respecter les règles, respecter l'autre, c'est un espace d'expression de la citoyenneté. Donc le quotidien est vraiment un temps où il faut prendre ce temps d'expliquer les choses aux jeunes dans le quotidien. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses parce que moi j'ai expérimenté lorsque les jeunes vont en sortie à l'extérieur vers des prestataires justement, ou pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un formateur qui me rapportait l'expérience à laquelle il a participé. On a envoyé des jeunes, BTP CFA Aura, envoyé des jeunes visiter l'exposition universelle. Ah oui, c'est un bon projet. Voilà, ça a été un super projet, ouverture vers le monde, et puis les découvertes. Le formateur a rapporté, le guide, il a été ébahi par le comportement de nos jeunes. Donc ça veut bien dire qu'à l'extérieur, les jeunes se font positivement remarquer. C'est bien parce qu'il y a aussi tout un travail, un accompagnement qui existe aussi dans les CFA. Maintenant, comment aller plus loin? Moi, il y a une idée à laquelle je tiens depuis plusieurs temps déjà, parce qu'elle elle m'a suivi un peu dans mes études.
c'est de pouvoir partir aussi des projets des jeunes. Parce qu'on est dans des organismes où justement c'est structuré, on propose des choses aux jeunes pour bien les accompagner, pour qu'ils puissent se réaliser, mais de laisser aussi l'espace-temps aux jeunes pour qu'ils puissent eux aussi être force de proposition et être à l'initiative de leur projet. Instaurer peut-être dans la formation comment on pourrait avoir ces temps où on a parlé de la démarche projet, il faut que la pédagogie du projet se généralise, mais le projet aussi a l'initiative de l'idée du jeune. Il y a l'initiative collective ou l'initiative individuelle. Donc je pense que ça serait intéressant de partir aussi de ce dont ils ont envie, réellement. On a vu la relation, effectivement, et puis les attendus de l'entreprise par rapport au CFA. Vous avez évoqué, effectivement, la visite du formateur dans l'entreprise. Mais au quotidien, comment vous communiquez? Est-ce qu'il existe un outil de relation? On va avec le digital aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un outil qui existe pour communiquer rapidement sur des problématiques de comportement, mais pas que, sur des choses aussi valorisantes. Vous avez évoqué, Gwen, le projet Dubaï, c'est ça, puisque c'était cette année à Dubaï. Est-ce qu'il y a un outil qui existe aujourd'hui ou qui va exister demain? Alors, oui, justement, le 3CA a développé un produit qui s'appelle AVA, donc Accompagnement Vie Apprenti. Donc, c'est une application et à laquelle j'accompagne son déploiement dans les organismes de formation. Et c'est effectivement un outil qui permet de tracer en fait, toutes les actions d'accompagnement qu'il y a autour du jeune. Donc, alors effectivement, c'est tracer tout ce que l'on peut mettre en place pour réguler des situations, pour remédier à des situations, mais il y a également la place, et il faut l'utiliser pour cela, et il y a des organismes de formation qui commencent vraiment à l'utiliser dans ce sens-là, la place pour tracer tous les engagements que le jeune peut avoir, tous les talents que le jeune peut avoir finalement, tout son potentiel, en traçant des signalements positifs. Et dans cette application, on va retrouver du coup tout le parcours de l'apprenti et son historique en fait. Donc oui, aujourd'hui, le 3CA développe cet applicatif métier. On accompagne les organismes de formation qui veulent l'acquérir dans la prise en main de l'outil. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de se dire qu'aujourd'hui, il faut penser à tracer et à valoriser en fait, le potentiel des jeunes, leur progression. L'idée, c'est en fin de compte, je crois que d'ailleurs que dans la loi de l'ordre de 1971, on en parlait déjà, c'est l'idée de la promotion sociale, me semble-t-il, à travers l'outil. C'est fort intéressant ce que vous évoquez là, Gwen. Sarah, de votre côté, on restait toujours au CFA. On a vu que vous mettiez beaucoup de choses et beaucoup d'entrain dans ce que vous faites avec vos jeunes au quotidien. Mais est-ce que vous avez encore des axes d'amélioration dans votre enseignement auprès de vos jeunes? Eh bien, je pense qu'il y a toujours des axes d'amélioration possibles. Et dans cette démarche projet, il faut peut-être multiplier les liens entre les différentes disciplines au CFA. Pour notre part, je travaille beaucoup avec les profs d'atelier, mais c'est vrai que peut-être inclure aussi la PSE, prévention, santé, environnement, dans un projet commun pour faire peut-être décloisonner. Je pense que décloisonner les matières permettrait de donner plus de sens à l'engagement citoyen. Et aussi, il me paraît évident qu'il faut multiplier les partenaires pour permettre aux jeunes vraiment de mettre en œuvre des savoir-être indispensables pour le vivre ensemble. Et peut-être, pour terminer, ce que je ne fais pas assez, c'est de donner un temps, de penser à donner un temps aux jeunes tout au long peut-être du développement du projet, de donner un temps aux jeunes pour qu'ils regardent un peu, qu'ils font un focus arrière sur ce qu'ils ont fait, où on en est, comment on a fait, les axes d'amélioration possibles. Il faudrait jalonner un petit peu ça, donner 2-3 moments où les jeunes aient le temps de vraiment regarder derrière d'où on est parti, où on en est à l'instant T, et de voir les axes d'amélioration, aussi bien collectifs que de manière individuelle. Eh bien, lorsque j'ai rencontré tel partenaire, est-ce que mon attitude a été, on va dire, dans le sens de l'engagement citoyen? Si oui, quels sont les axes d'amélioration? Et sinon, comment faire pour
que la prochaine fois, avec notre partenaire, eh bien, mon attitude, mes savoir-être soient adaptés à l'engagement citoyen. Alors, vous évoquez effectivement le lien avec vos collègues au travail, l'interdisciplinarité. Est-ce que vous avez une réflexion aussi au niveau de votre CFA pour intégrer effectivement les problématiques d'engagement citoyen au sein d'un projet d'établissement? Est-ce que vous avez des réflexions en équipe là-dessus? Oui, on a des réflexions. On en mène on va dire, à une échelle. On a fait, lorsque l'adjoint socio-éducatif participe entièrement à la création des élections des délégués dans chaque groupe classe, eh bien là, on travaille, la formatrice de MC travaille avec l'adjoint socio-éducatif. Et là, c'est un projet porté par des formateurs, mais aussi le pôle direction. Donc, c'est une première étape. Mais effectivement, je pense que dans le futur, il faudrait un projet qui englobe, on va dire, toute la communauté éducative du CFA. On va se projeter effectivement dans le futur et du côté de l'éducation nationale. On parle un petit peu avec Fabrice. Donc, vous pilotez la révision de nombreux diplômes métiers de l'éducation nationale. Pensez-vous que l'enseignement à la citoyenneté trouve une place plus prépondérante dans l'écriture des futurs diplômes révisés? Alors oui, effectivement, je suis sollicité depuis de bien nombreuses années pour piloter ou participer à la réécriture de référentiels de spécialité de diplôme de l'éducation nationale, évidemment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Dernièrement, depuis 2018, eh bien, un grand programme de réécriture des référentiels de CAP du BTP a été engagé par l'Éducation nationale à partir d'une trame commune de rédaction. Et même si l'enseignement moral et civique est défini par un programme de formation qui est rattaché à l'enseignement général, il est bien entendu que ces compétences sont un vecteur extraordinaire de transversalité. On l'a entendu à plusieurs reprises par Sarah. Et lorsque l'on commence à réécrire un référentiel d'un diplôme, on travaille d'abord avec des professionnels qui nous donnent quelque part la définition des activités et des tâches qu'ils souhaitent pouvoir confier aux jeunes lorsqu'ils seront titulaires du diplôme. Et j'ai écouté attentivement Vincent dans son propos lorsqu'il disait eh bien, on attend de nos jeunes qu'ils maîtrisent les bases de la politesse, qu'ils sachent travailler en équipe, qu'ils sachent entendre, qu'ils prennent le temps de comprendre pour appliquer et progresser. Eh bien, tous ces éléments-là sont évidemment intégrés dans les référentiels récemment rénovés des diplômes de l'éducation nationale. Alors, pas directement sous forme de compétences qui sont composées de savoir-faire et de connaissances, mais c'est distillé un petit peu dans toutes les compétences qui vont être nécessaires pour effectuer ce métier qui a été décidé par les jeunes. Je vais quand même en citer quelques-unes de compétences. On a quand même à chaque fois dans nos référentiels des compétences liées à la communication. Alors ça paraît anodin, mais communication entre pairs sur un chantier, entre les compagnons d'une même équipe, mais aussi avec sa hiérarchie, même si elle est directe, avec un chef d'équipe, avec un chef de chantier, avec des acteurs plus ou moins externes au chantier. Je dis plus ou moins parce qu'on peut avoir des acteurs liés à la maîtrise d'œuvre, des acteurs liés au contrôle, mais aussi des acteurs complètement externes au chantier, le client, ça a été cité par Vincent, les riverains sur un chantier, et donc les fournisseurs, voilà, enfin, on a plein d'exemples. Et donc à chaque fois, il faut bien que le jeune il apprenne à communiquer justement avec ses différents interlocuteurs. Tout ça, c'est intégré au référentiel. Je vais aussi ajouter un autre exemple concernant le travail en équipe. Voilà, travailler en équipe, ça a été aussi souligné dans le cadre du chef-d'œuvre du programme qui est mis en place depuis la transformation de la voie professionnelle, l'intégration du chef-d'œuvre qui est fédérateur en matière
d'enseignements différents sur un même projet, eh bien oui, ça permet aussi d'accepter les idées de l'autre, parce qu'on a pris le temps de les écouter et puis de les comprendre et puis de les apprécier éventuellement. Mais ça permet aussi de se faire entendre, d'apprendre à argumenter, à développer son point de vue, voilà, pour être à son tour entendu. Donc, entre les attitudes que l'on doit avoir dans l'exercice de son métier et les attitudes de la vie courante, la vie citoyenne, eh bien, il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes ressorts, le même fonctionnement. Alors, il y a, et je terminerai avec cet exemple-là, il y a un secteur qui est le secteur de l'électricité qui est allé un petit peu plus loin dans l'inscription de certaines composantes du savoir-être attendu des jeunes, que ce soit le CAP ou le baccalauréat professionnel, même le brevet professionnel d'électricien, a affiché des attitudes professionnelles associées aux compétences, voilà, pour mieux réussir les activités qui vont être confiées à ces jeunes. Donc ces attitudes professionnelles relèvent de faire preuve de rigueur et de précision, de faire preuve d'esprit d'équipe, de curiosité et d'écoute, d'initiative et d'analyse critique. Je pense que nous sommes pleinement, complètement dans les compétences à développer en enseignement moral et civique. Voilà, l'évolution est là aussi, pour répondre plus globalement à ta question, la partie Pascal. Communication, effectivement, est importante dans le bâtiment. Hein. C'est vraiment important. Alors, je vois que l'heure tourne, hein, l'émission touche bientôt à sa fin. Alors, en conclusion, par rapport à tout ce qui a été dit là, hein, qu'il s'agisse effectivement des attentes de l'entreprise, des évolutions dans la CFA, il semblerait qu'il y ait une chose quand même qui soit transversale à tout ça, c'est aider l'apprenti à mieux vivre, à avoir la capacité du mieux vivre ensemble. Hein, voilà. Mais il y a autre chose peut-être qu'on n'a pas évoqué et qui nous semble important, c'est la finalité de la formation d'un jeune. Derrière, si c'est un bon professionnel et c'est un bon citoyen, on a vu aussi, va au final renforcer son employabilité, me semble-t-il, et puis surtout, dans sa vie au quotidien, renforcer aussi sa promotion sociale. Je vous propose que nous passons aux questions maintenant. Nous allons passer aux questions des participants. Sarah, en régie, nous allons prendre deux questions, peut-être trois au regard du temps qui nous restera. Première question, Sarah. Alors, l'engagement citoyen en CFA ou en entreprise, OK, mais qu'en est-il du côté des familles? Alors peut-être qui est en contact avec les familles? Peut-être Vincent, Gwen aussi, tu nous en as parlé tout à l'heure. Vincent. Je vais commencer un petit peu. Quand vous avez un apprenti qui a 25 ans, 28 ans, 29 ans et qui a 16 ans, la famille, je ne l'aborde pas de la même façon. Donc, on va prendre l'apprenti qui a 16 ans. Il faut savoir que la clé de la réussite, pour moi, il y a un triptyque. Vous avez l'apprenti au centre de tout. D'un autre côté, vous avez la formation, le CFA avec l'entreprise, et de l'autre côté, vous avez la famille. Si vous avez l'apprenti qui ne choisit pas le métier, d'où l'importance de la famille, ça va être quelque chose qui va être subi. On va vers l'échec. Donc, il faut absolument que la famille soit partie prenante de son projet et suive l'apprenti. Nous, après en entreprise, on va lui expliquer le cadre dans lequel il va être pour rassurer la famille, c'est important. Et à partir de là, c'est pour moi une clé de réussite, la famille. Voilà, en complément peut-être de ce qui a été dit, effectivement. Voilà, on peut tous être d'accord là-dessus. Hein. Compléter et tout à fait en lien avec ce que Vincent vient de dire. Oui, alors moi, dans ma fonction en tant qu'adjointe socio-éducative, c'est sûr que la famille, c'est une relation qui se construit tout de suite. Mais pas que à mon poste. Voilà, il y a des formateurs qui peuvent aussi appeler les parents face à des situations. Par moment, le formateur référent voilà, va prendre son téléphone et appeler les familles. Donc, on ne fait pas sans les familles, même si on rappelle tout le temps aux jeunes que le référent premier, c'est bien l'employeur. Mais les familles, ben, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un accompagnement global du jeune. Hein. Cette démarche globale nous amène à prendre tout l'environnement du jeune. Donc, la famille en fait partie.
Et donc on sollicite les parents dans le cadre de réunions par moment pour résoudre des situations. Mais alors c'est sûr, pour eux, c'est pas toujours très agréable parce qu'ils peuvent être sollicités voilà, parce qu'on se réunit par rapport à un problème rencontré. Mais il n'empêche que ces moments-là sont très intéressants et constructifs et nous font avancer parce que la famille apporte des éléments, parce que la famille va réagir également par rapport au comportement de son jeune, parce que ce n'est pas l'éducation que la famille, que les parents ont apporté aux jeunes. Donc on ne peut pas faire sans elle. Et puis j'avais juste envie de dire que par moment, il est aussi important effectivement de se dire on va se tourner vers les familles parce que pour beaucoup de familles, elles vont découvrir leurs jeunes différemment grâce à l'apprentissage. On a quand même pas mal de jeunes dans nos structures qui ont eu des parcours chaotiques avant d'arriver chez nous au niveau de leur scolarité, et puis arriver dans l'apprentissage, arriver dans les CFA, ils vont se révéler autrement, parce que le projet va les motiver. Voilà. Il y a une nouvelle réussite qui s'ouvre à eux. Et là, les familles aussi, lorsqu'on les rencontre à ces réunions parents-formateurs, par exemple, voilà, c'est la première fois qu'ils découvrent leurs jeunes dans une posture de réussite, et c'est gagné pour les familles aussi. Donc il faut aussi mettre ça en avant auprès des familles, quoi. On dit souvent que la formation en apprentissage est une filière d'excellence. Ce que vous venez d'expliquer là, il concourt grandement, effectivement. On va prendre une deuxième question, Sarah. Quels sont les autres moyens d'agir pour la construction d'un engagement citoyen? Alors, je vais peut-être donner la parole à Sarah, peut-être une idée, puis à Astou une autre idée. Voilà, il nous reste encore un petit peu de temps. Oui, mais moi j'ai une idée là qui me vient, c'est le PS, l'éducation physique et sportive, on la retrouve aussi bien en CAP qu'en Bac Pro dans les programmes. Pendant les séances de PS, je pense que c'est un lieu qui est tout à fait favorable au développement de l'engagement citoyen. Et en plus peut-être de l'EPS, lorsqu'on crée des sections dédiées à un sport, nous, au CFA de Tulle, on a créé une section CAPA. Ce sont des jeunes de différents niveaux, aussi bien des CAP que des BTS, qui se retrouvent autour d'un sport qu'ils aiment, c'est le rugby. Et cette section CAPA, eh bien, les jeunes vont avoir un emploi du temps aménagé qui leur permettent de faire ce sport au CFA, et donc ils vont faire des rencontres à l'extérieur. Et là aussi, je pense que c'est un formidable moyen pour développer l'engagement citoyen. CAPA, vous savez l'acronyme? Non. Non, voilà, c'était une question piège. Je suis désolé. Astou? Alors au niveau du 3CA BTP, nous avons développé une politique d'accompagnement à la mobilité européenne. Oui. Et dans le cadre de cette politique d'accompagnement à la mobilité européenne, cela permet aux organismes de formation de développer l'ouverture culturelle et des apprentis, le fait d'aller se confronter à l'ailleurs dans un autre pays, de découvrir d'autres réalités en entreprise et en famille, puisque lors de ces déplacements, les apprentis sont accueillis par des familles du pays d'accueil et aussi par une entreprise du pays d'accueil. Ça a deux aspects majeurs dans le développement de la citoyenneté et surtout de l'engagement citoyen. C'est d'abord l'acceptation de l'autre, c'est être à l'écoute de ce que je vois qui est différent de ce que j'ai d'habitude. Et puis aussi, c'est créer aussi des relations et continuer à rester en interaction continue avec d'autres personnes d'origine différente, de langues différentes, et pourquoi pas même apprendre, donner l'envie en ce moment-là d'apprendre une nouvelle langue. Et donc cette ouverture culturelle est très importante dans la construction du futur adulte, en tout cas de l'adulte en devenir, qui sera le futur citoyen. Merci Astou, ça sera le mot de la fin. Là, nous arrivons au bout de notre émission. Je tenais à remercier effectivement tout le monde qui a participé au chat et aux questions. On n'a pas pu poser l'ensemble des questions que
que Sarah nous avait proposées. Merci à vous, participants, d'avoir assisté à cette émission. Et puis surtout, on va remercier nos invités qui ont aujourd'hui participé activement à vous faire comprendre les enjeux de former, en fin de compte, non seulement un futur professionnel, mais surtout un futur citoyen en gage de réussite. Il me reste à vous saluer, à vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Au revoir.